Bonsoir Nathalie Janin, je suis chef du service PMI Santé publique en Loire-Atlantique. Et Jean-Marc Bernard, responsable de l'action sanitaire et sociale à la MSA Loire-Atlantique Vendée. Voilà, pour information, je viens de débuter l'enregistrement. J'aurais dû débuter il y a 30 secondes, mais je l'ai fait suffisamment tôt avant de vous divulguer des informations importantes. Chose à savoir, donc, avant de vraiment entrer dans le vif du sujet, on va vous présenter un support qu'on a créé qui fait un certain nombre de slides. L'idée n'est pas tant de tous vous les présenter, on va vraiment faire un focus sur les points essentiels, mais il vous sera diffusé après le webinaire et il pourra vous servir de support de documentation à votre niveau parce que ça rentre beaucoup plus dans le détail. Voilà, donc ça me paraissait important de vous le dire. Si vous avez des questions une nouvelle fois, n'hésitez pas à les faire connaître dans la partie conversation du Teams. Et on y répondra, je pense enfin, on va d'abord présenter nos points et on prendra les questions, on reviendra sur vos questions à la fin. Donc écoutez, je vous propose tout de suite de rentrer dans le vif du sujet. Je vais donc partager la présentation. Voilà. Normalement, si les choses sont bien faites, vous devez tous la voir. Hop. Si je mets en mode diaporama, voilà, en espérant que c'est bon de votre côté. Alors, avant tout, le sommaire. Donc, on a 5 points qu'on va aborder durant cette séance. Dans un premier temps, on va essayer de vous rappeler le contexte et l'enjeu du service public de la petite enfance. Dans un second temps, c'est de revenir sur la présentation, le cadre juridique et les thématiques que recouvre ce nouveau dispositif. Ensuite, un focus sur les nouvelles compétences des collectivités, puisqu'elles vont devenir autorités organisatrices de la petite enfance à partir du 1er janvier. Un léger point, mais très court, sur le rôle du comité départemental des services aux familles et du schéma départemental des services aux familles dans le déploiement du service public de la petite enfance. Et enfin, une partie assez importante, en tout cas en nombre de slides, sur les dispositifs d'accompagnement, que ce soit de la CAF, de la MSA ou encore de la NCT. Pour démarrer cette première partie, je vais laisser la parole à Madame Grimaldi. Merci, Monsieur Delemotte. D'abord, vous remercier d'avoir pris l'initiative de ce webinaire sur le service public de la petite enfance. Rappeler qu'on s'adresse à vous dans un premier temps et que nous informerons vos élus dans un second temps dans les prochaines semaines, mais on voulait que vous soyez en priorité, receviez ces informations générales et techniques sur ce service public de la petite enfance. Vous rappelez d'où on vient et où on va. D'abord, vous rappelez qu'il s'agissait d'un engagement du gouvernement et que c'est le Conseil national de la refondation, constitué de parents, constitué d'élus, constitué de professionnels, constitué des organisations syndicales et patronales, constitué de la branche famille et de la sécurité sociale, qui a mené cette réflexion, qui refonde cette politique d'accueil du jeune enfant, dont l'ambition est que chaque famille dispose d'une place d'accueil de qualité pour son jeune enfant, de son choix, partout sur le territoire, à un coût raisonnable. Donc voilà ce qui nous réunit aujourd'hui. Alors, les enjeux, ils sont, vous les avez sous les yeux. L'idée, c'est que, on sait tous, l'ensemble des pouvoirs publics a mis de nombreux financements sur cette politique de la petite enfance et on a en France une politique familiale d'envergure. Pour autant, l'accueil du jeune enfant, il demeure marqué par de fortes inégalités sociales et territoriales.
et par une offre d'accueil globalement insuffisante, vous le constatez vous-même. Parmi les problématiques identifiées, l'accueil individuel reste trop peu accessible pour les ménages modestes. Et il y a un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales, l'IGAS, qui a posé le constat également d'une qualité d'accueil particulièrement hétérogène dans les crèches. Donc l'enjeu, c'est de replacer le respect des besoins des jeunes enfants au cœur de nos objectifs, de nos pratiques et du contrôle aussi de l'accueil du jeune enfant. Et évidemment, avec un dernier objectif qui nous est assigné, de réattirer vers les métiers de la petite enfance de nouveaux professionnels, puisqu'ils sont marqués, ces secteurs, comme tous les secteurs de service à la personne, par les fortes tensions de recrutement qui limitent la progression de l'offre. Donc beaucoup d'enjeux à venir pour nous tous. Voilà, ensuite, sur la deuxième partie de cette présentation, donc si on rentre davantage dans le cadre du service public de la petite enfance, sur la présentation, le cadre juridique et thématique, donc une première slide synthétique. Alors, on doit vous retrouver en fait le cadre juridique et les thématiques. J'en ai un peu parlé, mais c'est l'égal accès à l'information et à l'offre d'orientation pour toutes les familles. Revoir les modalités de contrôle, c'est important, hein, il y a beaucoup de dysfonctionnements qui sont médiatisés au niveau national. Pérenniser des places d'accueil individuelles et collectives sur les territoires, j'en ai parlé, de l'offre inégale sur les territoires, et puis favoriser l'accès réel de tous les enfants. Et là aussi, il faut y veiller à l'ensemble des modes de garde d'accueil, des modes d'accueil de la petite enfance. Donc, pas mal d'enjeux, vous voyez, ils sont regroupés dans une diaporama, mais il faut les avoir à l'esprit. Voilà, avant de rentrer dans le cadre juridique, il nous paraissait important de rappeler de manière très synthétique les différentes formes d'accueil du jeune enfant qui existent, avec d'une part les accueils collectifs et d'autre part les accueils individuels. Sachant que pour les accueils individuels, en fait, il y a deux types de nature d'accueil. Il y a les crèches d'une part et les micro-crèches d'autre part. Et ce qui les distingue, c'est le nombre de places. Une micro-crèche peut aller jusqu'au maximum à 12 places et une crèche, on est supérieur à 12 places. Et ça implique des réglementations différentes. Côté accueil individuel, on a deux grands principes. On a les assistantes maternelles, mais on a aussi alors, un dispositif qui existe déjà depuis quelques années, mais qui connaît un essor de plus en plus important. Ce sont les maisons d'assistantes maternelles. Voilà. C'est juste pour vous rappeler, mais en quelques mots, et de manière très succincte, les principaux modes d'accueil qui existent. Si on va sur l'implication des collectivités dans le secteur de la petite enfance, il nous paraît important de rappeler que c'est un domaine qui est déjà largement investigué à votre niveau. D'une part, au niveau des politiques locales, notamment au travers des conventions territoriales globales que toutes les communes EPCI du département ont signé avec la CAF et qui intègrent cette thématique. Au-delà de ça, il y a un certain nombre d'entre vous, des collectivités, ont la gestion directe des crèches ou de relais petite enfance. Quand elles n'en ont pas la gestion ou en complément, vous pouvez être amené à cofinancer donc, ce type d'établissement, voire même des MAM. Et en termes de soutien à la qualité des modes d'accueil, les collectivités ou EPCI qui ont déjà au sein de leur territoire des relais petite enfance, des RPE, participent déjà par leur action à du soutien à la qualité des modes d'accueil. Enfin, sur l'orientation, là aussi, le rôle des RPE qui est joué et qui est souvent en gestion directe par les collectivités. Donc il y a déjà un certain degré d'intervention. La loi prévoit quelques nouveautés ou compléments qui sont les suivants. Donc on fait référence à la loi du plein emploi du 18 décembre
et notamment à son article 17, qui est vraiment celui qui impacte le plus les collectivités. Alors, comme vous pouvez le constater, on parle bien d'un nouveau service public de la petite enfance, mais qui s'intègre dans une loi plein emploi, donc il y a certaines symboliques derrière. On est vraiment dans la conciliation, d'une part, vie professionnelle et vie familiale. Comment, en développement des places d'accueil, on permet à l'ensemble du ménage, en tout cas du couple, ou du parent solo, de pouvoir exercer une activité professionnelle lorsqu'elle a des enfants en bas âge. Donc, comme je vous le disais en introduction de ce webinaire, la grosse nouveauté, c'est cette nouvelle compétence, puisque les collectivités vont devenir autorités organisatrices de l'accueil du jeune enfant à partir du 1er janvier 2025. Selon la taille des collectivités, cela génère différentes responsabilités. La première, et là c'est pour toutes les communes, cette nécessité de recenser les besoins des enfants âgés de moins de 3 ans et de leur famille sur le territoire et recenser les modes d'accueil disponibles, informer et accompagner les familles. Derrière ça, derrière cette idée en tout cas de recenser les besoins, la loi précise que c'est à la fois l'exactitude des besoins formulés par les parents sur les territoires ou d'observer le nombre d'enfants âgés de moins de 3 ans sur son territoire et de voir les évolutions, mais c'est aussi de tenir de critères dits qualitatifs, notamment sur les parents qui auraient des enfants en situation de handicap et de pouvoir aussi recenser, évaluer leur nombre, ou encore en tenant compte de leur situation financière et la problématique de la précarité pour accéder à certains modes d'accueil. Donc voilà, donc dans l'idée de recenser, ce n'est pas uniquement le besoin des parents, mais il y a cet aspect qualitatif qui est à prendre également en compte. Sur l'aspect des offres d'accueil, c'est à la fois mettre à disposition l'information auprès des parents. Alors ça peut être sur les modes d'accueil, mais ça peut aller aussi sur les actions de parentalité qui sont dispensées sur le territoire. Et sur ces éléments d'information, d'accompagnement des familles, ça peut prendre différentes formes. Alors il y a les collectivités qui ont déjà des RPE, mais ça peut prendre quand des collectivités de taille plus modeste ou qui ont moins de moyens pouvant être mis en œuvre, ça peut être la remise ou l'envoi d'un livret à destination des familles. Ça peut être l'utilisation du site internet de la mairie et qui, là aussi, propose les offres d'accueil sur son territoire. Donc voilà, ça peut prendre différentes formes. Là, sur le support qu'on vous enverra, il y aura des exemples notamment d'actions qui peuvent être mises en place à ce niveau, sur tout ce qui est information, accompagnement. L'autre élément, ça c'était valable pour toutes les communes. Pour les communes de plus de 3500 habitants, il y a deux nouvelles responsabilités qui émergent, c'est planifier le développement des modes d'accueil et ce soutien à la qualité des modes d'accueil. Je vais revenir sur planifier les développements de modes d'accueil parce que si on regarde pour les communes de plus de 10 000 habitants, elles doivent mettre en œuvre un schéma pluriannuel de maintien et de développement de l'offre d'accueil du jeune enfant. Au-delà de mettre un relais petite enfance, et ça à compter du 1er janvier 2026 pour celles qui ne l'auraient pas encore mis en place. Planifier le développement des modes d'accueil, c'est pouvoir, en tout cas tel que c'est entendu dans le texte, vraiment pouvoir définir de manière précise la trajectoire des créations de places au regard des besoins d'offres qui auront été recensés sur le territoire. À ce niveau-là, c'est à la fois prévoir dans le temps le nombre de places, mais le quantifier de manière précise, mais également à quelle échéance et avec quels moyens, c'est-à-dire définir un calendrier et un budget prévisionnel par rapport à ces ambitions de développement de places. Ensuite, ce qui différencie
entre des communes de 3500 habitants et celles de 10 000 habitants, eh ben, c'est le nombre d'informations à indiquer. C'est-à-dire que dans le schéma pluriannuel de maintien et de développement de place, a priori, ce qui ressort, c'est que eh ben, les informations qui seront indiquées seront beaucoup plus étoffées. Et par ailleurs, le document sera remonté au niveau du comité départemental des services aux familles, ce qui n'est pas le cas pour les collectivités qui sont comprises entre 3500 et moins de 10 000 habitants. Ça, c'est une des grosses évolutions. D'ailleurs, si je reviendrai sur cette slide. Si je passe à la slide suivante, sur la mise en œuvre de ce schéma pluriannuel, il y a différentes dimensions à prendre en compte. Alors, le texte précise que son contenu doit être compatible avec celui du schéma départemental des services aux familles. Pour simplifier, retenez que le schéma départemental des services aux familles prévoit le développement des places d'accueil. Donc, du moment où votre schéma prévoit un développement de places, on peut dire qu'il est en cohérence avec le SDSF. Il ne faut pas que ce soit un frein ou se faire comment dire, Des nœuds dans le cerveau. Des nœuds dans le cerveau. Par rapport à ça, avant tout, pensez aux besoins sur votre territoire et aux moyens que vous êtes susceptible de pouvoir engager pour développer l'offre, pour assurer la correspondance. Le deuxième point, mais j'en ai parlé, c'est ces modalités de développement à la fois quantitatif, mais également qualitatif des accueils. Quand on entend qualitatif, c'est notamment sur l'inclusion des enfants en situation de handicap, qui seront mis en œuvre, et le calendrier, donc le coût, les opérations projetées. Que ce schéma est à transmettre au CDSF, alors il est indiqué dans un délai d'1 mois à compter de leur adoption. Ça, on verra la mise en œuvre à partir du 1er janvier pour les modalités et voir comment les choses s'organisent. Et enfin, réaliser et à transmettre au CDSF, c'est un bilan intermédiaire. C'est vrai que ça, par exemple, ce n'est pas prévu pour les collectivités à partir de 3500 habitants et inférieur à 10 000. Mais pour celles qui doivent faire un schéma, elles doivent également prévoir des bilans intermédiaires et un bilan final de mise en œuvre du schéma et qui devra être remonté à ce comité départemental. Alors, dernière chose sur ce point, et pas des moindres, c'est ce qui est écrit en bas de la diapositive en bleu. Vous êtes dispensé d'établir un schéma si vous avez déjà conclu une convention, donc une CTG avec la CAF ou la MSA, ce qui est le cas, encore une fois, sur l'ensemble du territoire de Loire-Atlantique. Néanmoins, on attend un décret qui est censé préciser, qui est censé contenir la CTG pour valider cette affirmation. Et là où on n'a pas de vision, c'est à quelle date sera diffusé ce décret. Donc il reste une zone de flou à ce niveau-là. Je reviens sur la slide précédente. Donc là, on a vu tout ce qui était planifié, développer les modes d'accueil, que ce soit pour les communes de 3500 ou supérieures à 10 000 habitants. Si je reviens pour les communes de 3500 habitants, il y a un autre item qui est soutenir la qualité des modes d'accueil. À ce niveau-là, l'idée de base, c'est de pouvoir mettre les moyens qui sont à disposition des collectivités, en se reposant et en faisant appui à leurs partenaires, pour favoriser la mise en œuvre de la Charte nationale d'accueil du jeune enfant. Cette charte, notamment, on la met en lien dans le support qui vous sera communiqué. Il y aura un lien dans le slide, il suffira de cliquer sur le terme pour atterrir sur la charte. Après, sur Internet, on la trouve très facilement au demeurant. En tout cas, voilà, c'est favoriser la mise en œuvre de cette charte, sachant que, au risque de me répéter, que les communes de plus de 10 000 habitants devront mettre en place un relais petite enfance qui réalisera cette compétence de soutien à la qualité d'accueil, qui s'adresse tant à l'accueil individuel que l'accueil collectif. Souvent, dans les relais petite enfance, c'est plus l'accueil individuel sur lequel il y a des actions mises en place, très peu sur l'accueil collectif. Donc là, ce sera une dimension à développer. À ce titre, je sais que la Caisse nationale d'allocation familiale est en train de revoir le référentiel des RPE pour qu'elle corresponde davantage avec ce nouveau dispositif qui est le service public de la petite enfance. À noter également des travaux qui sont réalisés par l'IGAS, qui sont en cours,
qui devrait voir le jour d'ici quelques mois, mais enfin, voilà, dans un temps relativement court, et qui devrait aboutir sur un nouveau référentiel de la qualité d'accueil du jeune enfant. Alors ça fait suite au constat qu'ils ont pu observer et qui avait fait l'objet d'un rapport en 2023 sur la qualité d'accueil dans les établissements d'accueil du jeune enfant. Et donc l'idée du référentiel, c'est de renforcer cette dimension qualitative. Il y a eu des groupes de travail sur le sujet et elle décline en gros, en tout cas c'est de ce qu'on a vu à un premier niveau, ça décline les principes énoncés dans la Charte nationale pour l'accueil du jeune enfant. Et que ça a vraiment pour but de sécuriser l'accueil et de garantir des lieux propices à l'éveil du jeune enfant. Voilà ce que je pouvais vous dire en tout cas sur cette dimension qualitative qui s'appliquera donc à toute commune de plus de 3500 habitants. Et enfin, pour terminer sur les 4 carrés, c'est les missions d'accompagnement administratif du RPE. J'en ai un peu parlé, donc cette dimension qualitative de compétences au RPE, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi cette dimension d'accompagnement, en tout cas c'est ce que prévoient les textes de loi. Rien n'est fait pour le moment parce qu'il y a un certain nombre de points à lever. Mais en tout cas, l'idée serait que les RPE puissent accomplir des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi des assistantes maternelles. En gros, de manière pratico-pratique, ça serait d'aider les familles à rédiger le contrat de travail notamment, ou à compléter les fiches de paie, ou encore à procéder à la rupture du contrat de travail une fois que l'enfant va rentrer à la maternelle, par exemple. C'est pas sans poser de problème, puisque d'une part, il faudrait le consentement des assistantes maternelles qui ne voient pas forcément d'un bon œil le fait qu'il y ait un intermédiaire qui se mette entre les parents et eux, et d'autre part, et ça je le comprends, c'est que les personnes qui travaillent au sein des RPE ne sont pas des juristes, que le fait d'accomplir la démarche ou de l'accompagnement, ça peut engager des responsabilités. Donc s'il y a une erreur dans un contrat de travail ou dans une fiche de paie, qui est responsable au final? Est-ce que c'est le RPE qui aura accompagné la famille ou est-ce que ça reste au niveau des parents? Et ces points nécessitent d'être levés avant de pouvoir être déployés. Mais en tout cas, sachez la loi prévoit ça à la base. C'est cette notion d'accompagnement qui va bien au-delà de juste informer et orienter les parents vers un mode d'accueil. Dernière dimension, et je vais laisser à nouveau la parole à Madame Grimaldi sur la gestion de la compétence, que je parle beaucoup de collectivité. C'est un sujet. D'abord, vous verrez, on vous a fait, et là, je remercie Monsieur Delemotte, avec les personnes autour de la table, un diaporama assez consistant où vous retrouverez tout ce qu'on dit à l'oral et même plus que ce qu'on dit à l'oral. Et là, pour les compétences, en fait, dans le respect de sa libre administration, chaque commune peut choisir en fait de transférer tout ou partie de sa compétence d'autorité organisatrice à l'EPCI. Et pour justement toutes vos questions sur ces compétences, les services de l'État ont diffusé le 5 juillet 2024 une foire aux questions et je vous invite à consulter le diaporama page 29 quand vous l'aurez. Il y a l'adresse mail de cette foire aux questions où on décrit la mise en œuvre des compétences de l'autorité, donc organisatrice de l'accueil du jeune enfant, telle qu'elle est prévue par l'article 17 de la loi. Et cette foire aux questions a été réalisée par la Direction générale de la cohésion sociale, donc le ministère des Solidarités, et par la Direction générale des collectivités locales, le ministère de l'Intérieur, en concertation évidemment avec la CNAF. Donc, c'est important, si vous avez des questions sur le transfert des compétences, de tout ou partie des compétences, puisque l'autorité organisatrice n'est pas une compétence en elle-même, hein, c'est la conséquence de l'exercice d'une ou plusieurs compétences. Vous pourrez consulter ces FAQ ou vous m'adresser évidemment par mail vos questions, j'interrogerai la préfecture. Voilà, donc la FAQ, elle aborde les modalités de transfert de compétences et en fonction des compétences déjà transférées, un examen au cas par cas des statuts actuels des EPCI peut nécessiter
une modification des statuts ou une nouvelle délibération. C'est pour ça que je vous invite à vérifier ça. Et la FAC invite le PCI à modifier ses statuts si le transfert de compétences préexistant est proche de ce qui est prévu, ou prendre une nouvelle délibération si le transfert de compétences préexistant ne recouvre pas, évidemment, l'ensemble des compétences prévues par la loi, ou s'il n'existe pas de transfert préexistant. Donc voilà, vous allez avoir une petite vérification à faire et de consulter la FAC si besoin en était, ou de m'adresser vos questions par mail. Je relayerai aux personnes compétentes de la préfecture sur les questions des compétences des collectivités locales. Voilà, juste pour information, hein, comme je vous le précisais, le support qu'on va vous communiquer et qu'on est en train de vous présenter est beaucoup plus complet. On ne va pas revenir sur toutes les slides, mais sachez que, alors je vais essayer de vous trouver la slide rapidement. Comme je vous disais, il y a des liens qu'on vous donnera qui vous permettent d'accéder directement à un certain nombre de documents, même si, encore une fois, c'est assez facile de les trouver sur Internet. Par exemple, sur la slide 25, vous aurez accès à la charte. Il suffira de cliquer et normalement, si tout fonctionne bien, vous accéderez à la charte, tout comme la FAC ouais, qui est ici et qui vous permet d'atterrir directement sur la page Internet concernée. Concernant les compétences, hop, je reviens sur mon slide, des autorités organisatrices, il y a aussi un autre article, qui est l'article 18, et là je vais laisser la parole à Madame Jeanne, qui va vous présenter ces slides. Oui, voilà, donc en tout cas, en effet, une évolution au niveau des communes pour permettre d'émettre en effet un avis, favorable ou non, du coup, sur la possibilité d'implanter un mode d'accueil petite enfance sur son territoire. Ça, c'est quelque chose qui est en effet nouveau aujourd'hui, qui sera essentiellement posé par contre sur les besoins identifiés sur le territoire. C'est-à-dire que voilà, pour se permettre de refuser une proposition d'offre d'accueil, il faut qu'on ait une raison liée à éventuellement trop de propositions sur son secteur. Mais en tout cas, c'est vraiment le conseil municipal qui délibérera pour permettre de donner cet avis sur l'implantation d'un mode d'accueil petite enfance sur son territoire. Et dans cette logique-là, peut-être qu'on peut, du coup, voilà, je vais me permettre de vous repartager un petit peu les missions telles qu'elles se portent aujourd'hui au niveau des services PMI et qui évoluent également et qui permettront de se mettre vraiment en lien voilà, avec les territoires et les communes notamment. Donc, les missions de la PMI sur le mode d'accueil petite enfance au sens large, elles vont toucher auprès des assistantes maternelles sur le fait qu'on va être responsable de leur agrément, on va les accompagner tout au long de leur parcours et également contrôler. Je vais pouvoir vous redétailler un petit peu ces propositions-là. Et puis, pour les établissements d'accueil de jeunes enfants, on est sur de l'autorisation et des contrôles de tous les établissements d'accueil du jeune enfant. En lien avec donc ces évolutions législatives, nous avons une nouvelle attribution au niveau des départements, notamment sur le fait que désormais, toutes les structures petite enfance, même donc les structures publiques, devront bénéficier d'une autorisation d'ouverture par le département. Et ça, c'est valable à partir du 1er janvier 2025. Alors que jusqu'à présent, en effet, pour les établissements publics, il n'y avait pas d'autorisation. Donc maintenant, c'est soumis à autorisation également des services de PMI. De la même façon que les autorisations d'ouverture des structures sont désormais valables pour 15 ans et non plus à perpétuité comme on l'était aujourd'hui. Et le dernier élément d'évolution va toucher essentiellement sur toute la mission de contrôle, puisque jusqu'à présent, au niveau du département et de la PMI, on ne pouvait pas sanctionner directement. C'était à travers les échanges que nous avions avec la préfecture, mais le président du département ne pouvait pas poser lui-même un acte de sanction, alors que ça, désormais, c'est rendu possible, et avec toute une graduation, bien évidemment, dans la sanction, pouvant aller de mise en demeure, de fermeture partielle, temporaire, et puis une fermeture définitive. Voilà. Donc, il y a toute une gradation qui se fait.
Dans les éléments qui sont attendus, en effet, oui, pour voilà, compléter toutes ces évolutions d'organisation et qui auront de toute façon un impact pour l'ensemble des participants, il y a des projets de décret donc, pour permettre de mettre en place cette autorisation systématique pour tous les établissements d'accueil du jeune enfant, une réforme donc, sur le principe de contrôle et de sanction qui s'applique donc au service PMI. Et puis 3 guides qui vont nous aider également à mener ces missions au mieux et surtout dans une harmonisation aussi nationale en tout cas, donc s'appuyer de mêmes textes de référence, un guide autour des connaissances et compétences de mode d'accueil, un guide de contrôle, et ça c'est en effet, puisqu'on voit bien que ce sont quand même les missions qui sont très réaffirmées, et puis tout un guide autour de l'évaluation également qui devrait nous permettre d'enrichir nos façons de procéder et d'être en tout cas plus harmonisés. Et puis, je me propose voilà, de vous détailler en quelques slides ou en tout cas de s'apporter très rapidement la façon dont on veille déjà au niveau de la PMI à assurer une qualité d'accueil. C'est ce que M. Delemode vous partageait à l'instant. De toute façon, aujourd'hui, on a en effet cette charte qualité d'accueil du jeune enfant qui nous sert également dans les réflexions qu'on a apportées tous conjointement. Et ça va se traduire à 3 niveaux qu'on vient graduer. Un accompagnement des professionnels, quels qu'ils soient, sur les modes d'accueil petite enfance. Un suivi régulier également quand on est sur des situations plus vulnérables, plus fragiles. Et puis l'étape ultime, on va dire, qui est autour de tout ce qui va concerner le contrôle. Donc, si on se remet en détail, voilà, plus spécifiquement sur l'accompagnement, à titre d'illustration, vous pourrez retrouver voilà, des propositions qu'on peut faire aujourd'hui en PMI d'accompagnement des assistantes maternelles nouvellement agréées dès leur première année d'exercice. On s'est rendu compte que c'était des périodes de grande vulnérabilité, l'idée étant de tisser des liens de confiance le plus précocement possible. Donc ça, on essaye de renforcer vraiment notre proposition d'accompagnement pour tous les professionnels qui débutent. De la même façon qu'on on va pouvoir être sur des propositions affirmées au niveau de l'accompagnement en santé de l'ensemble des professionnels petite enfance. Il y a eu beaucoup d'évolutions et vous le savez voilà, sur la partie des référents santé-accueil inclusif dans les EAJE déjà, mais aussi tous les sujets qui vont concerner les assistantes maternelles, en tout cas tous les modes d'accueil quels qu'ils soient, et permettre un accueil renforcé pour les enfants avec handicap ou leurs parents, les affections chroniques, etc. L'idée est aussi de travailler avec le lien entre pairs, donc des ateliers pour être entre assistantes maternelles, promouvoir des bonnes pratiques. Et toutes ces propositions sont portées bien évidemment par nos équipes PMI, mais aussi le plus souvent en lien avec les collègues des RPE. Enfin, c'est des dynamiques très partenariales qui se construisent pour intervenir sur ces logiques-là d'accompagnement. Et donc aujourd'hui, la PMI 44 anime aussi le réseau, en effet, des référents santé-accueil inclusive. Voilà, je ne sais pas si certains ont des questionnements sur ce point, mais on a essayé vraiment de mettre en place un pilotage pour tout le département, du coup, donc de l'ensemble de ces professionnels. On est à plus de 200 collègues quand même sur le département. Et l'idée, c'est de les nourrir aussi à travers un groupe Teams, d'avoir des demi-journées d'études et puis d'avoir des réponses qui soient le plus articulées possible et partenariales. Et des thématiques, autrement qui restent assez fortes sur la santé environnementale, notamment pour mettre en place des ateliers nesting, par exemple, enfin, voilà, ou les expérimentations aussi autour des projets de crèches semi-plein air, etc. Et les accompagnements autour des MAM, puisqu'on n'oublie pas non plus ces modes d'accueil également qui ont toute leur place, donc sur lesquels on va rechercher différentes thématiques à soutenir. Voilà, le champ est large. Au niveau du suivi, là, c'est ce qu'on va nommer, nous, voilà, c'est la graduation. L'accompagnement, il est bien évidemment pour tous et le plus précoce possible. Le suivi, c'est quand on va déjà commencer à identifier un petit peu plus de vulnérabilité, que dans ces cas-là, on se dit qu'on a intérêt à intervenir le plus tôt possible aussi avant d'aller sur la sanction, en tout cas pour essayer de trouver des pistes de résolution. Donc on peut les mettre en place à l'occasion des renouvellements, d'agréments, d'autorisations, quelles qu'elles soient. Et idem sur toute modification, en tout cas quand on est amené à rencontrer les professionnels, que ce soit au domicile ou sur les structures petite enfance. Et là, ce sont nos professionnels, voilà, des unités mode d'accueil petite enfance, anciennement appelées peut-être pour certains les unités agrément, en tout cas sur le département, mais ça reste bien les mêmes collègues qui vont intervenir vraiment spécifiquement sur tous ces modes d'accueil.
Et puis une dernière proposition, voilà, autour d'aujourd'hui de la proposition de contrôle qui fait quand même aussi beaucoup d'actualité en ce moment, donc pour lequel on se doit aussi de renforcer un petit peu nos process et de voir comment intervenir. On remarque quand même qu'on a de plus en plus d'informations qui parviennent au service PMI aujourd'hui, et je crois qu'à travers différents échanges, on voyait que c'est peut-être encore des axes sur lesquels il y a besoin de continuer à travailler tous ensemble pour savoir comment on peut nous faire remonter aussi toutes les alertes, les dysfonctionnements qui arrivent sur des structures petite enfance, ou bien sûr pour une professionnelle assistante maternelle ou imam. En tout cas, on en voit de plus en plus, on a des très très fortes progressions et des explosions de ces chiffres-là. Alors, je ne sais pas si on doit le prendre comme une bonne nouvelle ou pas, mais en tout cas, voilà, ça nous oblige à nous organiser un peu plus, de façon un peu plus formalisée. Aujourd'hui, les équipes interviennent systématiquement, bien évidemment, sur n'importe quelle situation d'alerte qui nous est partagée. Et après, on a tout un process voilà, qu'on pourrait bien évidemment détailler s'il y a besoin, mais qui va venir vérifier, contrôler l'agrément. On va passer par des visites au domicile ou non, ou sur la structure, de façon aussi inopinée ou non. Le plus souvent, dans les situations de contrôle, on est quand même sur des visites inopinées. Et puis, on complète bien évidemment de rencontres avec plusieurs professionnels dans les locaux du département avant d'arriver aux décisions qui peuvent être prises par les différentes instances. Voilà pour la partie 2 et voire même 3, puisque, comme vous l'aurez compris, dans cette partie 3, nouvelles compétences, c'est ce qu'on vient déjà de présenter. Mais dans le slide, c'est là où vous aurez tous les détails, comme je vous ai indiqué, sur chaque élément de compétence, avec des exemples, des précisions sur les différents points. Donc, on va passer directement au point 4, qui, comme je vous l'avais dit en introduction, sera relativement court. C'est juste pour vous rappeler un peu, voilà, lorsqu'il y a un schéma pluriannuel de maintien et de développement de l'offre d'accueil du jeune enfant à réaliser, s'il y a une CTG, elle doit être d'une part donc, conforme aux orientations du schéma départemental des services aux familles. Mais au risque de me répéter, comme je vous le disais, le schéma prévoit le développement des places d'accueil, donc il n'y a pas de difficultés particulières ou d'accords par rapport aux schémas qui pourront nous être remontés. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'ils doivent être transmis au comité départemental des services aux familles, être transmis une fois qu'ils sont établis, et il y aura les bilans intermédiaires et finaux à transmettre également au CDSF. Juste pour rappeler, le comité départemental des services aux familles, là aussi, il a été établi par voie réglementaire. Il est composé de 37 membres. Il est présidé par le préfet ou son représentant. Il y a 3 vice-présidents. Il y a l'AMF, le département et la CAF. Et ensuite, les 37 autres membres sont des représentants divers et variés de la petite enfance, donc des représentants de l'accueil individuel comme collectif, comme des grandes associations qui travaillent sur le domaine. Je vous propose de passer au dernier point de cette présentation, qui sont les dispositifs d'accompagnement existants et qui pourront vous être utiles pour déployer vos nouvelles compétences. Là encore, il y a un certain nombre parmi les partenaires présents sur le territoire, que ce soit la CAF, la MSA, le département ou les agences de l'État, il y a déjà un certain nombre d'éléments qui sont mis à disposition. C'est ceux notamment qui sont précis dans cette slide. Notamment au niveau de la CAF et dans le cadre des CTG, on finance des postes de chargés de coopération où on est susceptible, nous, CAF, de financer des prestations de cabinets conseils qui permettent de faire de l'ingénierie ou des diagnostics poussés sur les territoires. Là aussi, il y a l'Agence nationale de cohésion des territoires qui intervient à une moindre mesure. Mais tout ça pour vous dire que il y a un certain nombre de partenaires qui interviennent et qui peuvent vous accompagner dans la réalisation de vos projets. On a essayé d'être relativement exhaustif dans les dispositifs d'aide, notamment ceux de la CAF qui interviennent sur l'ensemble des dimensions, que ce soit sur, comme je disais, l'accompagnement, l'orientation des parents, que le développement des places d'accueil, que le soutien à la qualité. Tout ça, les CAF vous accompagnent sur ce sujet, principalement de manière financière. Je ne vais pas descendre tous les slides, parce qu'il y en a un certain nombre.
Encore une fois, on a essayé d'être le plus exhaustif possible, mais retenez qu'on intervient tant via des subventions d'investissement pour la création de structures que le versement de subventions de fonctionnement pour permettre la pérennité, l'exercice dans le temps des structures. La manière dont les slides sont faits et dont vous pourrez prendre connaissance, l'idée, c'est de rappeler les montants qu'on est susceptible de verser selon la nature du projet, mais également, et ça c'est une chose intéressante et qui nous a été communiquée par notre caisse nationale via une étude qu'ils ont réalisée sur l'ensemble du territoire, c'est environ combien la CAF apporte en financement par rapport au coût total du projet. Et par exemple, si on prend l'exemple des plans d'investissement pour les crèches, généralement, en moyenne nationale, les CAF financent 40% du projet d'investissement des établissements d'accueil du jeune enfant. Et ça, vous le retrouverez sur les différents types de financement, notamment pour la prestation de fonctionnement, enfin, ce qu'on appelle la prestation de service unique, qui est la subvention de fonctionnement pour les EAJE, avec les deux camemberts que vous voyez sur cet écran. En bleu, c'est le financement apporté par la CAF et la participation des familles, qui représente 63% à peu près. Et d'autre part, le reste à charge au niveau de la collectivité ou des cofinanceurs, donc un peu plus d'un tiers du montant total à financer, avec une évolution prévue dans la coche, c'est-à-dire une baisse de la part du financement au niveau des collectivités par la revalorisation d'un certain nombre de bonus et de prestations versées par la CAF. Voilà, encore une fois, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a vraiment tout, y compris, par exemple, le financement des journées pédagogiques pour l'aspect qualitatif, les bonus CTG, bonus de trajectoire en fonction du développement de places d'accueil. Voilà, et quelques informations sur le reste à charge des familles. Donc, vous voyez, comme vous pouvez le voir dans les slides qui défilent, normalement, c'est assez complet. Petite pub pour le site monenfant.fr qui recense, et là, il y a une obligation réglementaire des assistantes maternelles d'être référencées sur le site, et qui permet notamment, et ça peut être utilisé dans la partie information, orientation des parents, de communiquer sur ce site qui permet, là aussi, il y a de la géolocalisation par rapport au lieu où exercent les assistantes maternelles. Se développe l'accueil collectif. Il y a encore une marge de progrès, je le reconnais, mais à terme, ça doit vraiment, en tout cas, c'est la volonté de l'État de devenir le site de référence sur les territoires. Il y a aussi le site au niveau du département ASMAT qui existe et qui là aussi référence l'accueil. Alors là, c'est vraiment accès accueil individuel. Voilà. Je vais laisser la parole à mes collègues de la MSA qui vont vous présenter leur dispositif Grandir en milieu rural. Donc la MSA, donc pour mémoire, c'est ce qu'on appelle le régime agricole, donc la protection sociale des exploitants, des employeurs et des salariés du monde agricole. Et la MSA, en tant qu'organisme de sécurité sociale, est également mobilisée sur les thématiques en lien avec la petite enfance. Et d'ailleurs, on en parlait un peu tout à l'heure, mais comme la CAF, la MSA verse aux structures petite enfance la PSU, alors dans des proportions en lien avec la population couverte, ou encore le CMG, le complément de mode de garde de famille. Elle participe également au financement des RPE, donc des relais petite enfance. Donc c'est vrai qu'on souhaitait plus particulièrement parler du dispositif Grandir en milieu rural, qui est peut-être moins connu, qui existe depuis 2021, qui avait pris la suite des CEJ. Et c'est vrai qu'en lien direct avec le service public de la petite enfance, c'est un dispositif qu'il est possible de mobiliser pour des financements. Donc, Grandir en milieu rural, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est cette offre MSA qui va permettre de développer et de mettre en place des projets en faveur des familles agricoles et des territoires ruraux. Et c'est une offre qui va permettre aussi un accompagnement pour la définition et la mise en œuvre de la politique enfant-jeunesse territorialisée en travaillant, en accompagnant aussi sur l'identification des besoins.
C'est une offre qui permet aussi un soutien financier pour la réalisation des actions et pour les projets innovants qui vont être destinés à l'enfance et à la jeunesse, comme par exemple l'équipement, l'aide au démarrage, les formations. Alors, il y a des territoires qui sont éligibles à grandir en milieu rural, donc forcément en lien avec les territoires dans lesquels la ruralité est particulièrement présente. On va regarder pour définir les territoires éligibles la densité de population, le taux de ressortissants MSA, soit supérieur à la moyenne départementale, la représentativité des publics fragiles et le niveau d'équipement. Et ce sont des critères qui ont été définis nationalement pour le réseau des MSA, et donc que chaque caisse a pu décliner en fonction de ces territoires. Donc, pour ce qui nous concerne, voilà, vous voyez sur cette slide la carte avec les communautés de communes qui sont éligibles, hein, puisque cette éligibilité, on l'a travaillée à l'échelle intercommunale, et donc vous voyez que sur le département de la Loire-Atlantique, il y a quand même une éligibilité qui est large, puisqu'il n'y a que 4 communautés de communes qui aujourd'hui ne sont pas éligibles, puisque plusieurs autres. Grandir en milieu rural, donc c'est un dispositif d'accompagnement et de soutien financier pour des projets qui vont être destinés à répondre aux besoins des 0-25 ans et qui est ouvert donc, aux demandes des collectivités territoriales et d'autres acteurs, donc par exemple les associations qui vont proposer des services aux familles et qui vont être implantés sur ces territoires prioritaires. 5 thématiques dans Grandir en milieu rural, l'accueil petite enfance, les loisirs vacances, la parentalité, la mobilité et le numérique. Donc pour la présentation aujourd'hui, on va plus particulièrement axer sur les actions, sur des exemples d'actions qu'on peut financer en lien avec l'accueil petite enfance et la parentalité. Donc avec Grandir en milieu rural, on va pouvoir mobiliser des financements pour accompagner la création des micro-crèches. Également pour les mâles, on en parlait, c'est vrai que c'est un mode de garde qui aujourd'hui se développe. Mais également des financements pour promouvoir le métier d'assistante maternelle, acheter du matériel pédagogique, donc un champ qui est quand même assez large. Sur la parentalité, Grandir en milieu rural, ça peut aussi permettre de financer, de participer à la création des LAEP, de lieux d'accueil enfants-parents, de financer des ateliers enfants-parents, des conférences thématiques en lien avec la parentalité. Ce sont des soutiens financiers qu'on peut mobiliser avec d'autres partenaires en complémentarité. Grandir en milieu rural, ça permet aussi d'accompagner le développement et l'amélioration de l'offre d'accueil petite enfance, donc d'où le lien direct avec le SPPE. Ce sont des financements qu'on peut mobiliser pour de l'investissement ou sur projet. Sur la petite enfance, ça va par exemple permettre de renforcer l'offre d'accueil du jeune enfant pour les familles sur les territoires ruraux, les territoires éligibles dont on parlait tout à l'heure, ou encore par exemple financer des actions innovantes dans les ESJE. Et là, on contribue par là même directement aux objectifs du service public de la petite enfance sur le développement de l'offre d'accueil, l'accompagnement de la montée en compétences des professionnels et l'amélioration de la qualité d'accueil des jeunes enfants. Sur la parentalité, on va pouvoir aussi financer des actions pour renforcer la visibilité de l'offre parentalité pour les familles, on parlait de questions avec l'information, mais également développer des dispositifs d'aide à la parentalité. Et donc par là même, en lien avec le SPPE, ça nous permet de développer l'information, l'orientation des familles et d'accompagner les parents dans leur parcours lié au mode d'accueil. Alors, quelques exemples concrets. On peut financer en investissement, en aide au démarrage des micro-crèches, des MAM, des relais petite enfance, mais également contribuer au financement de formations collectives ou encore de support d'information. Alors, plus particulièrement sur la création et les aménagements de structures dans les territoires ruraux, donc les territoires éligibles dont on a parlé tout à l'heure. Donc c'est une aide qui peut être mobilisée, qui peut aller jusqu'à 30 000 € par structure. Alors avec des paliers, hein, la somme qui peut être allouée pour accompagner le projet va dépendre du budget global du projet, avec des plafonds par tranche de budget. Et voilà, jusqu'à récemment, on était à 20 000 € par structure, et donc c'est un seuil que notre conseil d'administration s'était relevé à 30 000 € par structure pour accompagner aussi justement le service public de la petite enfance.
par Grandir en milieu rural, on peut aussi financer de l'ingénierie, donc participer au financement d'une étude sur les besoins relatifs à l'accueil du jeune enfant, un accompagnement pour la création d'un service, un accompagnement sur de la méthodologie. Donc ça, ce sont également des financements qui sont mobilisables avec Grandir en milieu rural dans cette dimension pilotage. Donc si vous identifiez des projets qui semblent pouvoir rentrer dans ce cadre, nous avons ici fait figurer donc, les noms et les coordonnées des interlocuteurs de la MSA qui pourront vous accompagner sur ces projets et étudier avec vous l'éligibilité pour les financements. Donc nous avons 2 responsables de territoire et un chargé de promotion de l'offre de services. Voilà. Et autre dispositif qu'on souhaitait vous sensibiliser, c'est ce qui est proposé par l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Oui, je vous le signale parce que il y a une adresse, un guichet unique en préfecture en fait pour les élus qui ont des projets et qu'il y a du coup une équipe d'ingénierie qui peut être en appui des collectivités pour développer et rechercher les financements de leurs projets. Donc vous verrez dans le diaporama, il y a l'adresse mail de la préfecture où vous pouvez avoir un contact et dire je suis élu d'une collectivité, j'ai un projet, je manque d'ingénierie, eh bien voilà, on vous répondra. Comment on vous répondra sur l'accompagnement. C'est un accompagnement en fait sur mesure. Et à ce titre-là, je vous signale que les projets liés à la petite enfance sont éligibles aux aides à l'investissement de l'État. On les a remis aussi dans le diaporama. Vous avez la DETR, la dotation d'équipement des territoires ruraux, la DESIL, la dotation de soutien à l'investissement local, et le fonds vert si le projet comporte un volet rénovation énergétique ou renaturation. Et par exemple, il y a eu des exemples de renaturation des cours d'école ou des crèches. Donc, c'est à ce titre-là que je vous signale. Mais si vous faites appel à l'ingénierie de la NCT par la préfecture, vous aurez accès à tous ces renseignements-là. Et donc, voilà l'adresse de la préfecture à NCT. Et vous dire qu'il y a des exemples de projets subventionnés par l'État en Loire-Atlantique en 2024. Il y a eu la construction d'une crèche municipale, il y a eu des travaux et aménagements d'une autre crèche, il y a eu la rénovation et la mise en accessibilité d'un bâtiment périscolaire, il y a eu la construction de locaux supplémentaires permettant d'augmenter la capacité d'accueil des structures enfance et petite enfance, l'isolation thermique et remplacement menuiserie d'une crèche et des travaux de rénovation énergétique du centre d'accueil périscolaire et de loisirs. Donc, je vous cite des exemples, mais vous voyez que vous pouvez donc aller sur l'adresse mail de la préfecture pour accompagner votre projet. Vous pouvez le dire à vos élus, mais je ne doute pas que vos élus le sachent. Voilà, c'est terminé pour en tout cas, cette première phase de présentation du diaporama. Ce que je vous propose maintenant, c'est de répondre à vos éventuelles questions. Alors, je vais juste vérifier que le diaporama s'est bien arrêté. Hop, si je fais ça, logiquement, on n'est pas... Voilà. Donc, écoutez, je vais aller dans la partie conversation, tout simplement. Alors, je lis en direct les éléments. Pour la première année, des assistants maternels ou micro-crèches nous communiquent avoir des places disponibles. Quelles seraient les aides aux familles pour permettre un accès à tarif égal à une crèche de PSU? C'est une bonne question, Madame Chevrieux. La réponse mais qui risque de pas forcément vous satisfaire, mais en tout cas, les micro-crèches peuvent rentrer dans un dispositif de PSU. Si elles respectent la réglementation et
prérogatives de ce type de structures qui peuvent bénéficier de cette prestation, elles peuvent rentrer. Et d'ailleurs, quelque part, c'est un peu une volonté de notre caisse nationale au niveau de ce type d'accueil du jeune enfant, que les microcrèches soient, si possible, de s'orienter de plus en plus vers des modèles PSU, et non le terme générique qui est utilisé, PAGE, qui est prestation du jeune enfant et qui, lui, est directement versé aux familles. D'ailleurs, il y a un slide dans la présentation qui vous explique les natures de financement. On ne vous l'a pas présenté pour pas trop vous perdre non plus. Concernant les assistantes maternelles, il y a une réforme. Alors, prévue dans notre convention d'objectifs et de gestion. Après, il y a le contexte politique et la recherche d'économie, donc je ne sais pas si ça va impacter ou pas cette réforme, mais il doit y avoir une réforme du complément de mode de garde, qui est la prestation que versent les CAF aux familles pour les, je vais mettre des guillemets, mais les solvabiliser lorsqu'elles ont recours à une assistante maternelle. Et le but de cette réforme, c'est que le coût d'une assistante maternelle ne soit pas supérieur à celui d'une crèche PSU. Donc c'est adapté aux revenus des familles. Il y aura même en tout cas, tel que le projet le présente, un point particulier pour les familles monoparentales qui pourront bénéficier de cette aide bien au-delà des 6 ans comme c'est prévu actuellement. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question, mais en tout cas, et la réforme CMG, elle est prévue normalement, initialement, ça devait être en 2025. Je ne serais pas étonné qu'il y ait un léger décalage, plutôt 2026. Il faut savoir que c'est une réforme d'envergure qui, techniquement, voilà, ça va impliquer un certain nombre de choses. Et ben voilà, donc j'ai répondu à votre question. Merci de votre réponse. Donc, c'était un qui a l'air sur le risque de fermeture, une favorise l'implantation de groupes. Oui. Ouais. Madame Jean Denis, si je ne me trompe pas dans la lecture. Bonjour, vous avez mentionné que chaque commune a la possibilité de transférer cette compétence petite enfance à l'EPCI. L'EPCI est-elle obligée d'accepter, notamment lorsque celle-ci n'a aucune compétence se rapprochant de... Non, effectivement, enfin tout ça c'est... Alors, comme le disait Madame Grimaldi, on va vous inviter à consulter la foire aux questions de l'État qui précise vraiment les modalités. Mais il n'y a pas d'obligation. De toute façon, c'est comme des transferts à mon sens, des transferts de compétences classiques. Enfin, il y a des votes, il faut l'unanimité des communes parce enfin voilà, ça se gère dans une gestion de transfert de compétences et il n'y a pas d'obligation. Ce qui est à noter, et ça a été dit, c'est que c'est pas l'ensemble des 4 dimensions, c'est-à-dire information, orientation d'une part, développement des places, accessibilité et qualité. C'est pas le package qui peut être transféré. Chacune des dimensions, c'est tout ou partie qui peut être transférée ou pas à l'EPCI. Mais ça, c'est vraiment en discussion au local entre les collectivités et l'EPCI de décider de ce qui peut être transféré ou pas ou maintenu à leur niveau. Bonjour, est-ce que... Alors, cette fois-ci, madame... Bon, je vais essayer de... Marie-Christine, ce sera plus simple. Votre question, est-ce que la collectivité peut rencontrer les crèches privées déjà installées sur son territoire pour vérifier la qualité d'accueil proposée, voire pour celle à venir, de bénéficier d'une grille d'analyse sur la qualité d'accueil avant de se prononcer sur une ouverture sur son territoire? C'est une bonne question. Alors, je vais laisser la main à la PMI. En effet, le questionnement est intéressant. En tout cas, pour ma part, les éléments que j'y vois, c'est que les réflexions soient portées de façon très croisée et commune, c'est forcément intéressant. Enfin, voilà, donc qu'il y ait des regards de la commune, qu'il y ait des regards de la PMI, etc., sur cette qualité d'accueil proposée. On sait qu'on a en effet des gros points de vigilance sur les gros groupes privés. Après, alors, les grilles d'analyse, par exemple, j'aurais tendance à se dire qu'on a tout intérêt à se rapprocher, en tout cas, de l'équipe PMI du territoire, à faire du lien, parce que oui, on a des trames qui sont identifiées, des façons de réfléchir chacun à nos niveaux avec nos possibilités d'observation. Ce que je vous disais, c'est que la PMI a maintenant plus de possibilités d'action
et donc d'exigence aussi d'évolution de ce qui peut être proposé dans les structures. On le fait en règle générale en lien avec la CAF également. Donc on voit bien que les situations les plus complexes, on a intérêt à intervenir tous collectivement, et là, voilà, on intervient bien évidemment également avec les communautés de communes ou les communes qui sont concernées par des situations inquiétantes. Après, pour la pose de décision, comme vous disiez, où je disais sur cette possibilité d'autoriser une ouverture ou non d'une structure sur son territoire, c'est pour ça que je réinsistais. Dans le texte, ce qui est bien précisé, c'est plus pour des raisons de besoin d'effectifs. Pour l'instant, ça semble difficile de réussir à le justifier par de la qualité d'accueil. Ça va être plus fragile, en tout cas, sur un plan très légal. Très légal. Après, ça n'enlève en rien qu'on peut nourrir des réflexions et tenir des discours qui puissent être très dissuasifs, en tout cas, en fonction des exigences que vous pourriez avoir localement. Mais on est, je poursuis, ouais. Mais les collectivités n'ont pas de prérogatives pour effectuer des missions de contrôle dans les crèches de leur territoire. Ça ne fait pas partie de leurs compétences. Aujourd'hui, ça ne fait pas partie, sauf quand on est sur des... Et encore, chacun de sa façon, mais dans les délégations de services publics, où là, éventuellement, bien évidemment, en fonction de la convention qui est faite avec la structure petite enfance dans le cadre de la DSP, là, bien évidemment, qu'on peut avoir... éventuellement avoir des marges de manœuvre. Voilà, la commune ou la Comcom a une marge de manœuvre. Mais autrement, la partie contrôle et qualitative, voilà, elle n'est pas identifiée dans les textes à partir de la commune. C'est pour ça qu'on a intérêt à travailler tous plutôt collectivement et à venir chercher les équipes PMI du secteur, la CAF qui va pouvoir, chacun de nos places... mettre un petit peu de suivi. Nouvelle question qui nous a été posée par... est-ce qu'une EPCI qui a déjà la compétence, mais inscrite comme compétence complémentaire, doit modifier ses statuts pour inscrire cette compétence comme obligatoire? Ben là, je risque de botter en touche. C'est quoi? Répéter Est-ce qu'il y a une EPCI qui a déjà la compétence, mais inscrite comme compétence complémentaire, doit modifier ses statuts pour inscrire cette compétence comme obligatoire? Franchement, je préfère que vous posiez la question à la préfecture ou à la fac, parce que je ne voudrais pas dire de bêtises dans la matière. Là, c'est un peu pointu. Et sur les compétences des collectivités locales, je préfère avoir le regard de la préf. Hein. On va noter votre question. Je ne sais pas, Thierry, vous me la passerez. Hein, je vais vérifier ça auprès de la direction des collectivités locales, en fait. Je fais juste un petit... Alors, existe-t-il un ratio du nombre de places nécessaires minimum en rapport avec le nombre d'habitants ou jeunes enfants? Alors non, il n'y a pas de règles précises. Et c'est tout un peu toute la complexité de la chose au demeurant. Par exemple, à titre d'illustration, la moyenne nationale du taux de couverture, c'est-à-dire le nombre de places à disposition pour 100 enfants de moins de 3 ans, au niveau national, c'est 59%. Au niveau de notre département, on est environ à 70%. Donc on est très bien quand on se compare aux autres, à la moyenne nationale. En revanche, les remontées de terrain qu'on a, c'est que ça reste quand même difficile, dans un grand nombre de cas, de trouver un mode d'accueil lorsqu'on habite sur le territoire. Et en tout cas, Nantes mais une majeure partie des collectivités autour, et même en milieu rural. Donc après, c'est vraiment au niveau local de faire cette analyse un peu plus, un peu plus poussée. Ce qui est à noter, et c'est là où moi j'ai un point de vigilance et ça peut vous orienter, c'est que si on a un bon taux de couverture, c'est vraiment grâce à l'accueil individuel. On a une spécificité dans l'ouest de la France, c'est qu'il y a énormément d'assistantes maternelles. Mais la chose, c'est que c'est une population vieillissante et qui ne se renouvelle pas. Aujourd'hui, on a un bon taux, enfin on a un beau taux quand on se compare à la moyenne nationale, mais il y a quand même des tensions sur le territoire. Et on sait que le nombre de départs à la retraite des assistantes maternelles est important. Et la population a commencé à baisser déjà depuis quelques années. Et d'ici, 5 ans,
Je pense qu'on va encore... Ouais. Les prévisions, c'était à peu près, si je ne dis pas de bêtises, ça se comptait en milliers de places perdues sur le département. Ah ben, en ordre d'idée, en 2013, on était autour de 15 000 assistantes maternelles sur tout le département. Aujourd'hui, on est à moins de 9 000 et on continue à s'effondrer quand même, en effet, dans les effectifs. Et on perd des milliers de places par an, tous les ans. Voilà, donc l'idée, c'est peut-être pas tant de développer, enfin après c'est à vous de faire l'année, et là c'est un diagnostic, et ça peut se faire dans le cadre de la CTG, hein, c'est ce qu'on demande, je pense qu'on peut encore gagner en maturité, parce que les CTG, hormis celles qui sont en renouvellement, mais c'est, voilà, il y a une première vague, première mise en route du dispositif, mais sur cette partie petite enfance, ça peut encore gagner en maturité. Mais l'idée, donc, c'est pas tant forcément de développer des nouvelles places, d'augmenter son taux de couverture que de le maintenir. Et ça sera ça, je pense, le défi dans les années à venir, avec les moyens dont vous disposez, qui est aussi une grosse variable dans l'équation. Sur les attendus du SPPE, le schéma pluriannuel doit-il suivre la durée de la CTG? Et bien là aussi, c'est une très bonne question. Et c'est l'attente du décret dont je vous parlais, qui doit préciser ce que doit contenir, en tout cas, qui doit préciser les modalités de correspondance entre la CTG et ce schéma pluriannuel de développement des places d'accueil du jeune enfant. Donc pour le moment, on attend vraiment des éléments d'éclairage au niveau national, alors tant au niveau de l'État que même de notre caisse nationale sur le sujet. Et la manière formelle, y a-t-il un cadre formalisé? Non, pas pour le moment. Les bilans intermédiaires et finaux seront-ils réalisés avec la CAF et la PMI ou solo? Là aussi, c'est une bonne question, mais je pense que le bilan intermédiaire, il vous incombera principalement. Vous pourrez bénéficier d'un soutien pour, par exemple, obtenir un certain nombre d'informations sur la population, le nombre de places d'accueil, le nombre d'enfants inférieurs ou égal à 3 ans, ça sans problème. Après, sur la réalisation et tirer les conséquences des actions et des conséquences sur le territoire, ce sera à votre niveau. Là où je vais refaire un petit lien avec nos dispositifs, c'est qu'encore une fois, dans le cadre des CTG, on finance des postes de chargés de coopération. À mon sens, ça peut être ces personnes qui devront participer ou piloter l'élaboration de ces bilans. En revanche, un autre élément inconnu, c'est est-ce que demain, il y aura des trames qui nous seront livrées, qui vous serviront de maquette sur les attendus, etc. Là, on n'a pas encore d'éléments sur le sujet. Voilà, je vois pas d'autres questions, peut-être, ou remarques. Merci, car le nombre d'asthmates en activité reste un peu flou. Certaines sont agréées, mais plus en activité, le nombre de places agréées ne nous est pas connu. Alors c'est vrai que c'est difficile ça, ce sujet-là, parce que les données, en tout cas qu'on peut identifier, correspondent bien aux assistantes maternelles agréées. Donc vous avez raison. Après, il reste vraiment la variable en plus de la professionnelle de se mettre en arrêt temporaire d'activité ou pour X raisons, voilà, qui va être bien agréée, mais qui ne fait même pas ses places à disposition. De la même façon que sur le nombre de places. Alors le nombre de places agréées, normalement, c'est une donnée qu'on communique facilement. En tout cas, je vous invite à aller voir pour compléter tout ce qui a été nommé aussi, le site de l'Observatoire Petite Enfance, en fait. Il y a le site de l'Observatoire Petite Enfance où vous retrouvez toutes ces données de couverture par commune, sur tout l'ensemble du département. Vous allez voir voilà, le taux de couverture par rapport au national, sur l'échelle départementale. Et même à l'échelle départementale, on a des variables, en effet, en fonction des territoires. Donc on a beaucoup de données. Les nombres de places agréées de la même façon sont partagés. Vous avez bien le nombre de professionnels et le nombre de places. Après, en effet, ça ne correspond pas toujours à la réalité. On sait qu'on a encore un écart entre cette donnée et dans les faits, voilà, la réalité du travail, où elles peuvent tout à fait être agréées pour 4, mais décider de ne pas avoir plus de 2 ou 3 enfants. Voilà, ça c'est une variable où là, on essaye de l'identifier, mais c'est très dépendant de ce qu'elles vont nous déclarer. Et puis ça bouge beaucoup, et du coup, on est plus en difficulté d'avoir ce suivi-là. Après, pour faire un lien, il y a ce que possède la PMI en information, et il y a tout le versant, et c'est ce que je présentais par rapport au relais petite enfance et ses missions. C'est-à-dire que
Et d'ailleurs, c'est un objectif là aussi de couverture qui est indiqué dans le convention d'objectifs et de gestion. C'est que vraiment, il y a un animateur de RPE pour, alors je vais arrondir, mais pour environ 60 assistantes maternelles dans les missions du RPE. Alors même si rien n'est gravé dans le marbre, mais l'idée de un animateur pour 60, c'est aussi qu'il y ait une relation entre, comment dire, que le RPE puisse développer des relations avec les assistantes maternelles et donc les interroger ou aller vers elles pour avoir ce type d'informations un peu plus précises sur leur territoire, la nature des enfants qu'elles sont susceptibles d'accueillir, effectivement, entre le nombre qu'il peut y avoir dans l'agrément. Et voilà. Après, je sais que c'est... voilà, entre la volonté et la réalité, il peut y avoir un gap, qu'elles ne vont pas toutes répondre. Mais en tout cas, l'idée est là, c'est le rôle moteur du RPE sur les territoires auprès des asthmates. Effectivement, alors l'Observatoire de la petite enfance, juste, on le mettra aussi, on en fera référence dans les slides, dans la présentation qui vous sera communiquée. Tout comme il y a un site que notre Caisse nationale met à disposition, qui est le CAF Data Store, qui sont des données publiques mises à disposition par la CAF et qui donnent là aussi le taux de couverture par commune, etc., avec les variations, avec la part entre l'accueil individuel ou collectif, etc. Mais ça, on vous le mettra aussi dans l'un des slides. Quel cadre pour effectuer le recensement des places en crèche privée? Confère diagnostic. Comment savoir si les places occupées sont pour les habitants de la commune? Alors, vous voyez, il y a un ange qui passe. Non, mais bonne question. Là-dessus, c'est les limites qu'il y aura peut-être dans le diagnostic. Surtout que le nombre de places au niveau des au niveau des crèches privées, là aussi, il y a du mouvement. Donc, ce qui est valable à un instant T ne l'est pas forcément 6 mois après dans la population des enfants accueillis. Ce qui est certain, c'est que lorsqu'elle... comment dire vous avez différentes natures de crèches d'entreprise. Et ça, le conseiller technique de la CAF peut vous donner un certain nombre d'informations. Nous, dans le cadre de nos financements, on sait quelle entreprise, normalement, lorsqu'on valide le dossier d'investissement de ces crèches, sont des crèches inter-entreprises. Quand c'est une crèche interne, c'est qu'elle est à vocation à ce que les places soient accueillies par les salariés. Après, une fois qu'on a cette information, selon le domaine d'activité, selon votre connaissance du territoire, est-ce que les salariés de l'entreprise sont plus susceptibles d'habiter la collectivité ou plus susceptibles d'habiter ailleurs? C'est des choses qui se posent et qui peuvent être envisagées dans le diagnostic. Mais ça reste plus difficile à appréhender. Ça, je le cache pas. On ne devrait plus parler de nombre d'animateurs des RPE par rapport au nombre d'asthmates vu l'émission de leur évolution. Alors, il y a 2 pouces, donc c'est partagé par quelques-uns d'entre vous. Alors oui et non, parce qu'il y a quand même ce... Enfin, j'entends, effectivement, l'évolution des missions font qu'on peut considérer que c'est de moins en moins vrai. Après, c'est quand même assez prégnant qu'elle doit avoir, à mon sens, mais là, c'est plus ma casquette CAF et une relation avec quand même les assistantes maternelles, de connaître cette population. C'est pas la même relation qu'avec tout ce qui est offre d'accueil collectif. Dans la manière d'accompagner, d'améliorer la qualité, etc. Après que le RPE propose, et c'est ce qui est demandé, quand on lit les textes, des actions d'amélioration à destination de l'accueil collectif, ça prendra d'autres formes, mais elles seront moins personnalisées vis-à-vis de la personne. Et après, il faut savoir que dans les missions, alors dans les financements, quand on parle aussi des financements qui sont en lien, il y a aussi des financements spéciaux pour certains types de missions renforcées des RPE. Il y a des financements lorsqu'il est guichet unique, etc.
Bon, après, se pose la question du montant du financement par rapport à la mission renforcée, mais je ne vais pas rentrer dans le débat. Donc voilà, mais en tout cas, je comprends votre position. Une année seulement. Ah, et là, ça va être par rapport à ce que je viens de dire, mais c'est-à-dire une année seulement. L'autre, qu'est-ce que c'est marqué? L'aide aux missions renforcées, oui, ça m'est destiné. Je demande à vérifier, ça me paraît... Ah, vous me mettez le doute. Pour moi, c'est chaque année, mais je vais quand même... Je vous la prends et on le mettra dans les éléments de réponse. Normalement, j'ai pas oublié de questions. Il est 18h21. Si c'est bon pour vous, ça l'est a priori de notre côté. Je vous propose d'arrêter ce webinaire. Je vais arrêter l'enregistrement. Comme je vous disais, on va vous envoyer le diaporama avec les liens et l'enregistrement du webinaire. Et il sera envoyé à l'ensemble des personnes qui ont été invitées à la base. Donc, même ceux qui n'ont pas été invités pourront ultérieurement avoir l'information.